Merci beaucoup. C'est ça, d'être ici ce soir et ça me fait particulièrement plaisir d'être ici. Puis à chaque fois que je viens ici, j'essaie de m'excuser. Parce que moi, quand ils ont commencé à bâtir cette église-ci, j'ai dit des mauvaises choses du bâtiment-ci. J'ai dit que c'était pas beau, puis c'était pas bon, puis il y avait tout ça. J'étais comme pas dans du bord de cette gang-là. Mais je vous dois vous avouer que j'ai été obligé de ravaler mes paroles parce que c'est un bâtiment qui est d'une grande utilité pour la communauté, d'une part. C'est un bâtiment qui, architecturellement, répond bien aux besoins que vous voulez avoir. Et à chaque fois qu'on m'invite pour venir participer ici, à cette heure, surtout quand les prêtres sont alentour, je leur dis c'est pas vrai ce qu'ils ont entendu mes propos quand l'Église s'est oublié ça. C'est particulièrement intéressant peut-être ce soir de venir faire cette conférence dans le cadre de nos rendez-vous d'histoire sur une histoire qui s'est passée particulièrement dans toute l'Amérique du Nord, plus précisément au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne, où on peut aussi dire qu'Abba-Caraquet a joué un rôle particulièrement intéressant dans toute cette histoire de la prohibition. On commence un petit peu à changer de siècle, si vous voulez, mais les gens qui sont de mon âge et plus vieux, ou même un petit peu, ont tous des souvenirs de quelqu'un qui vont leur raconter qu'il y a eu une histoire de flacatoune, puis une histoire de bootlegage, puis une histoire de bateau saisi, etc. Et effectivement, je pense que c'est réaliste de dire que dans la péninsule acadienne, entre 1925 et 1935, le rhum de Saint-Pierre-et-Miquelon a remplacé la morue. Effectivement, parce qu'il n'y avait pas un bateau, il n'y avait pas un citoyen qui, je pense, qui vivait de la mer et qui avait accès à un bateau, qui n'a pas, sinon, pris avantage ou participé à ce commerce d'alcool-là. Commençons par le commencement, puis précisons un peu la carte qu'on vous montre ici, juste pour vous placer dans le contexte. Vous voyez, et on va tout à l'heure se rendre compte que la prohibition, ce phénomène-là a fait de l'île Saint-Pierre-et-Miquelon la capitale presque de l'Amérique du Nord pendant de 5 à 10 années. Vous voyez juste à l'est de Terre-Neuve, les petites îles qui sont là, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Et regardez avec un petit peu l'œil des marins qu'on peut être là, pour constater que de Saint-Pierre-et-Miquelon, on est pas mal avec la Gaspésie à peu près plus proche qu'on peut être pour transporter quelque chose sur la terre solide quand ça viendra. Et rappelez-vous qu'on a un autre avantage dans la péninsule acadienne. On n'est pas loin du chemin de fer intercolonial, c'est-à-dire qui relie l'est du pays à partout ailleurs. Et vous allez voir comment important que tout ça est là. L'alcool, si elle a pris de la popularité pendant cette question pendant la prohibition, elle n'a manifestement pas été inventée là, puis elle avait arrivé sur nos côtes bien avant la prohibition. Depuis le début de la paroisse, si on parle de 1790-1795, l'alcool est donc le fléau dont toutes les générations de la paroisse de Caraquet, de la grande paroisse de Caraquet, c'est le fléau le plus évident qu'on a pu voir. Et déjà, on peut dire que au début de la colonisation, c'est un problème. Le curé Bellefeuille, par exemple, dans le cahier des serments à la ville, lisez ceci,
Un fils d'ivrogne est un ivrogne. Tiens-toi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le curé Bellefeuille qui est curé à Caraquette en 1830. Donc, ça vous donne une bonne idée que c'était pas particulièrement bien avisé d'arriver chaud au presbytère. On s'entend-tu là-dessus? Au Nouveau-Brunswick, comme en Amérique du Nord, l'alcoolisme sévit d'une manière fulgurante. Et, bien sûr, tout ça, c'est dans notre quotidien, c'est dans nos mœurs, et c'est les communautés religieuses qui sont un petit peu nos gouvernements, parce qu'on est loin des gouvernements, qui tentent du mieux qu'ils peuvent de contrôler cette démarche-là. Les protestants, généralement, préfèrent l'abstinence. Tu barres la porte, puis tu jettes les bouteilles. Les catholiques, davantage la modération. Et on nous explique ça probablement par une tradition européenne et latine, la France, l'Espagne, l'Italie, qui ont toujours été habitués à prendre un verre de vin, à prendre ça. Ils disent que c'est plus salutaire, si vous voulez, de contrôler la modération à un bien meilleur goût, alors que les religions protestantes, il y en a qui diront que c'est plus hypocrite, mais préféraient de dire, et donc il y a eu des mouvements de tempérance. L'urbanisation et l'industrialisation, c'est-à-dire le fait qu'on regroupe du monde ensemble dans des grands centres, va bien sûr faciliter le commerce de l'alcool, son utilisation, et d'une façon générale, dans les familles, ça c'est consistant depuis le début, ce sont les grands perdants de ça, c'est les enfants et les femmes. C'est les hommes généralement, les grands flambeaux qui prennent un coup, c'est les hommes qui sont probablement les plus aptes à développer des consommations d'alcool excessives, et ce sont les femmes et les enfants qui sont les grands perdants de ce grand fléau que rencontre notre société. Au début, 19e siècle, des règlements très faibles qui gèrent la vente et la consommation d'alcool au Nouveau-Brunswick. Il y a quelques règlements, mais pour l'ensemble, je vous dirais, 200 ans passés à Caraquette, quand les Robins, les Frowing ici, ou ces magasins-là avaient, vendaient de l'alcool. Donc, on pouvait aller s'acheter de l'alcool. Souvent, l'interdiction était de ne pas la vendre à la shot, si vous voulez. Il fallait l'acheter à la grande... Il fallait l'acheter pour l'amener chez vous. Donc, et il y avait une espèce de tabou qu'on ne consommait de l'alcool qu'à la maison pour des fêtes, etc., etc. Mais, bien sûr, ça ne tenait pas compte du fait que quand on vit près de la mer, je dirais, on n'est jamais loin d'une bouteille, si on peut utiliser cette expression-là, et que le fait que les hommes, d'une part, n'étaient très souvent à l'extérieur du foyer familial, dans des milieux éloignés, a fait en sorte que, bien sûr, ça a développé des habitudes d'alcool plus fortes. Les curés le disent. C'est pas moi, là. C'est les curés qui disent, puis je dis juste ça dans l'église, là. Les curés le disent. On avait tendance à prendre un petit coup un petit peu plus dans le bas de la paroisse que dans le haut, ici. Et puis, Sylvie rit, là. Les Dugas sont morts de rire, là. Et tout simplement, pour cette raison-là, on est souvent dans des contextes, c'est comme probablement tous nos hommes qui ont travaillé à l'extérieur, dans les chantiers, que ce soit dans l'Ouest, etc., ça donne plus d'occasions, si vous voulez, de se mouiller le bec un petit peu. À Caraquette, on sait que James Blackhall a déjà vendu de l'alcool. Louis Poirier, la taverne Poirier au village acadien, il y avait un petit hôtel.
dans la Pointe-Rocheuse, et là, on vendait de l'alcool. Un des membres de la famille Soul qui habitait ici, mais qui a eu un hôtel à peu près où est le bureau touristique à Caracat présentement, avait également une licence d'alcool. Au début du 20e siècle, aux États-Unis, c'est donc ça la démarche. Il y a des mouvements, surtout qui partent dans les villes, on en a ici, de mouvements de tempérance, formés par des femmes, souvent des grandes associations qui prêchaient la tempérance et qui disaient partout, et les églises faisaient des retraites partout. Sylvain, peux-tu emmener ma croix de tempérance? Il y avait un phénomène à la fin du 19e siècle où ça a devenu un peu plus grave. Les gens s'en allaient travailler aux États, s'en allaient un peu partout, et l'alcool était vraiment... Et les curés, l'Église prônait la tempérance, et si tu faisais un engagement comme quoi que c'était une maison sec, une dry house, tu mettais ça sur le mur dehors. Il y a des maisons, on les a pas vues souvent. Hein? Puis, je nommerai pas de nom. Ça fait pas assez longtemps que je suis votre mère pour commencer à nommer des noms, là. On va être prudent là-dessus. Et donc ça bouille. La marmite, si vous voulez, explose aux États-Unis au début du siècle, parce que dans nos sociétés, il y a des mouvements de société qui prennent le contrôle, et au début du 20e siècle, en Amérique du Nord, les mouvements de tempérance commencent à gagner la guerre. Et gagner la guerre, ça veut dire ceci, qu'en 1920, on vote le Volstead Act. Le Volstead Act, c'est une loi au Congrès qui interdit sur le territoire américain la fabrication, le commerce et la consommation d'alcool. Totalement sec, interdit sur toutes les façons du monde, de tous les moyens possibles, de prendre de l'alcool, sauf de petites exceptions pour des raisons médicales, ce qui va donner... il y avait un tel paquet de prescriptions qui raidaient tout le monde. Tout le monde est dans l'urgence. Et en 1922, cette loi-là prend de la force en étant mis dans la Constitution américaine. Vous savez, on entend souvent la Constitution américaine, puis vous avez le premier amendement, le deuxième amendement, le troisième amendement. Il y a un amendement qui vous donne le droit de porter un fusil, il y a un autre amendement qui vous empêche qui vous permet de ne pas témoigner contre vous-même dans une cour, il y a un amendement qui vous donne la liberté d'expression. Mais l'amendement 18 de la Constitution américaine, voté en 1922, marque carrément dans la Constitution, ce pays-ci ne produira pas, ne boira pas, ne consommera pas d'alcool. C'est la prohibition qui commence au début des années 20. Au Canada, un petit peu plus hypocrite ou un petit peu plus smart, on ne sait pas exactement, mais on suit le mouvement. Il y a des lois dans les provinces canadiennes, et rappelez-vous qu'au Canada, c'est un peu différent parce que il y a des parties des lois qui sont provinciales, d'autres qui sont fédérales, mais on interdit, comme partout ailleurs, de consommer et de vendre l'alcool, mais on est smart assez pour en permettre la fabrication et l'exportation. On dit, on ne peut pas la boire, on va la vendre. Et c'est dans ce contexte-là que nos compagnies, la famille Bronfman, par exemple, toutes les compagnies d'alcool, tous les scotch canadiens, c'est la famille Bronfman est venue riche avec ça, en bâtissant des alambics avec le blé de l'Ouest canadien, en faisant des usines d'alcool et en la distribuant. On vous expliquera comment ça se passait. Dans la province, on interdit la vente, la consommation, mais comme la fabrication et l'exportation est permise, on autorise des gens à avoir des entrepôts d'alcool qui vont servir, bien sûr, à l'exportation
vers d'autres pays. Rappelez-vous, nous, on a le droit de la faire, on a le droit de la vendre, ils n'ont pas le droit de l'acheter aux États-Unis, mais la frontière est longue, puis elle est mince. Et ça devient un petit peu le sujet de l'histoire qu'on va vous conter ce soir, où, plus qu'on le pense, on est exactement dans le milieu de tout ceci. Quand je dis qu'au Nouveau-Brunswick, on donne des permis pour entreposer, pour vendre de l'alcool médical, et la politique aidant, ça donne littéralement des licences à des bootleggers. De dire, écoute, on va être dans ce game-là, puis on va vendre, etc., etc. Troisième joueur important, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Eux autres, la belle vie européenne, aucune restriction sur la vente, consommation d'alcool sur l'archipel, et quand ils s'aperçoivent de la situation avantageuse dans laquelle ils se trouvent, la France passe un règlement qui dit non seulement vous avez le droit de la boire, de la vendre, puis de l'importer, mais il n'y aura plus de douane. Sur quiconque veut amener son alcool, amener son alcool sur le territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, on venait d'ouvrir une grosse commission des liqueurs, je peux vous dire ça. Et c'est à partir de là que tout se fait. C'est ça, je l'ai dit, en 1922, on élimine donc tous les droits de douane. Fait n'importe qui a de l'alcool en Europe qui veut en vendre, amenez ça à l'île Saint-Pierre-et-Miquelon. Vous allez voir qu'au Canada, c'est la même chose. On produit de l'alcool, ce qu'on ne peut pas passer là, à travers les frontières, on l'amène à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui, à partir de là, et jusque-là, tout est légal. Là. Il n'y a absolument rien d'illégal. On amène ça à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à partir de là, s'ensuit l'histoire, et quiconque a un bateau et qui veut mettre une coupe de caisse de rhum dedans est en business. Fait que ça va expliquer beaucoup d'affaires qui s'est passé par ici. Sur l'île, c'est des grandes familles qui deviendront riches dans ce phénomène-là. Il y a 2-3 familles dont certaines sont toujours présentes et jouent un rôle très important aux îles Saint-Pierre. On a eu de la visite cet été au Festival acadien de familles saint-pierraises ici. Une qui est la plus connue, puis c'est elle qui, semble-t-il, possédait, si vous voulez, le territoire ou utilisait le territoire de la péninsule acadienne pour faire son commerce, c'est la famille d'Henri Moraz. Et pour ceux parmi vous qui avaient été ou qui prévoyaient aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a un gros musée sur le Havre à Saint-Pierre, dans les anciens entrepôts de la famille Moraz, qui a été construit, bien sûr, pour tout ce commerce d'alcool-là. Pour la péninsule acadienne, on vous l'a dit tout à l'heure, des avantages stratégiques dans ce game-là. Proximité de Saint-Pierre, on n'est pas loin. Partage d'une même langue, on parle le français, ce qui est très intéressant dans la game. Beaucoup de petits ports discrets, où Boc-à-Raquette est un bel exemple, des îles comme Pouchoudy. Ici, dans le coin, on parle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, Boc-à-Raquette et Anse-Bleue comme étant les bons spots. C'est là qu'on pouvait lander, atterrir du produit sans trop de problèmes. Un commerce florissant. Donc, c'était très rapide que toute l'activité économique aux États-Unis, pour ce qui est de la consommation, et nous, ben, on a tous vu les films, puis on connaît la dynamique des villes particulièrement, Chicago, El Capone, New York, Atlantic City, avaient des gros dépôts puis des marchands. Et on nous dit que, assez curieusement, semble-t-il que la prohibition n'a pas diminué d'aucune façon la consommation d'alcool. Elle a eu l'effet contraire d'exciter le monde, puis les virer à boire, je sais pas, mais... Et là, il y a eu toutes sortes de commerces, puis un peu partout. Et nous, on a joué un rôle là-dedans. Il y a probablement de l'alcool qui a passé en avant de l'église ici pour monter, puis qui s'est rendu à Chicago ou à New York ou à quelque part dans l'exercice, parce qu'il y a eu comme 2 vagues. Après 1922, dans la première vague,
ce sont des bateaux. Saint-Pierre-et-Miquelon s'organise, installe des bateaux et charge les bateaux pour aller mener ça à la limite territoriale des côtes. Rappelez-vous, la limite territoriale à ce moment-là était de 3000. Donc, c'était pas loin. Quasiment, tu peux t'étendre, quasiment, on va aller chercher une bouteille de... Et on raconte qu'en temps clair, à partir de Newport, Rhode Island, qui est à peu près à mi-chemin entre New York et Boston sur la côte, à partir de Newport, des temps clairs ensoleillés, on voyait de Boston à New York tout l'océan illuminé de bateaux et de trafic. C'était inimaginable le commerce qui pouvait se faire à ce moment-là dans les alcools, si bien que les États, le gouvernement décident à un moment donné qu'ils vont mettre un peu plus d'efforts, poussent la limite territoriale à 12 000 et utilisent les vieux bateaux de la Première Guerre mondiale et plus ou moins utilisent l'armée sur le long de la côte pour arrêter ce trafic-là qui est entre les deux, ce qui va bien sûr augmenter la valeur commerciale des activités qui vont se faire sur la terre, par ici, si vous voulez. Et parce que là, si on ne peut plus traverser sur les côtes américaines, on va traverser sur les frontières un peu partout dans le bois. La province, donc, elle devient importante parce qu'elle reçoit des producteurs canadiens de l'alcool. Donc, tout ce qui est produit sur les côtes, les distilleries Seagram et tout ça, nos faiseurs d'alcool de fort, là, la bière aussi, les Molson, tout ce monde-là, vont profiter de ça, puis vont fabriquer de l'alcool full blast pour les États-Unis. Je me souviens, quelques années passées, dans une réception, un banquet à Saint-Jean, j'étais assis tout près de Derek Olin, puis j'ai demandé à M. Olin, j'ai dit, comment vous avez fait pour vivre dans la prohibition? Puis ça fait rire, puis il a dit, tu le sais. Mais c'est un peu ça. Il n'y a absolument pas d'activité économique et sociale plus hypocrite que ces 12 années-là qui aura permis, à la fin de la journée, effectivement, de constater que tu ne peux pas faire ça, faire des prohibitions sur quelque chose. Il faut que tu trouves une autre manière d'affaire. Donc, le Canada produit de l'alcool pour l'exportation. La province du Nouveau-Brunswick devient importante parce qu'elle reçoit des producteurs. Les bateaux viennent à Saint-Jean et tout ça se fait légalement. Et dans le gros portrait, l'alcool est amené à Saint-Pierre-et-Miquelon. À Saint-Pierre, l'alcool également de l'Europe vient s'installer là. Et comme je dis, c'est un gros vendeur là, à Saint-Pierre-et-Miquelon qui va fonctionner. Il y a des produits vedettes dans tout ça, bien sûr. Imaginez, et on voit souvent des photos de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et pour ceux qui sont allés, c'est pas un gros port, là, mais il y a un havre là. Tout ça, c'est des entrepôts. Et d'ailleurs, les bâtiments toujours en place à Saint-Pierre-et-Miquelon, le long de la côte, sont ces entrepôts-là qui sont construits. C'est une industrie qui tout est légal, il n'y a absolument rien là, il n'y a pas rien d'immoral pour eux. Ils ont tout simplement gagné à leurs cœur. On est à la bonne place pour vendre de l'alcool et pour continuer. Pour le local ici, c'est une autre habitude où il y a deux marchés. Comme je dis, aux États-Unis, c'est champagne, le scotch, le martini, les vins italiens, les vins français. Enfin, le produit que l'on boit encore aujourd'hui, là, qui nous vient de l'Europe. Mais ici, il y a un marché local, c'est du Saint-Pierre. Et ça, vous connaissez le terme. Et le Saint-Pierre, c'est un whisky blanc, fabriqué, on nous dit, en Allemagne ou en Belgique, vendu dans des canisses de fer blanc à 95% d'alcool pur. Et il faut que ce soit chassé, sérieux, là. Vous comprenez? Et si j'avais pris ça avant,
Je suis sûr qu'il reste de ces canisses-là ici, dans Bas-Caraquette, dans Caraquette ailleurs. Je pensais qu'on en avait au musée, mais Sylvain me confirme que non. Mais je vais en trouver. On en fera, on peut pas trouver. Mais effectivement, j'ai vu au musée acadien, au village acadien, défaire des granges, puis encore trouver de ces canisses-là qui avaient été cachées à quelque part, parce qu'on nous dit que où il y avait un bateau de pêche à la côte, il y avait du Saint-Pierre dans les granges et dans les autres exercices. En 1926, le Canada s'aperçoit que cette histoire-là ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. C'est un problème. La consommation a augmenté. Ça coûte une fortune à faire du enforcement, la police, l'armée, tout ça. Et en plus de ça, il n'y a plus de taxes qui rentrent, c'est illégal. Tu sais, c'est comme la question de la marijuana maintenant. Les gouvernements disent aussi bien le contrôler puis de le vendre en contrôlant et la qualité et en même temps en retirant des taxes avec lesquelles on peut faire d'autres choses de plus utiles. Et en 1926, il y a une tendance générale dans le pays, puis je dis générale, ça a traîné, ça doit être des années 40 avant qu'ils se décident, mais essentiellement, 1926, c'est à peu près l'année où le Canada se retire de ça et décide d'imposer des nouvelles règles. Au Nouveau-Brunswick, ça veut dire quoi? On crée la Commission des alcools. C'est pour ça que nous autres, au Nouveau-Brunswick, au Québec, ils vont à la régie, nous autres, on va à la commission. Parce que c'était ça le nom de la compagnie. Et Caraquette, le 1er septembre 1926, recevra un magasin comme Chipagant, Tracadie, Bathurst, et où on reprend, en quelque sorte, un semblant de fonctionnement. Par contre, ça n'enlève, et à Caraquette, la première commission des alcools, c'est dans un local loué par la famille Soul, comme je l'ai dit, en face de chez Gudbert Cormier, en face du AIW, à quelque part là-dedans. Et ça, c'est la première commission. Et les commissions des liqueurs, dans le temps, comme il n'y a pas si longtemps, c'est comme au garage du gouvernement. Si tu veux savoir si le gars est libéral ou conservateur qui travaille là, tu lui demandes la date qu'il a commencé à travailler, puis ça dit tout. Il n'y a rien de plus politique. Il n'y a rien de plus politique. Le seul argument que je me pose, quoi ce qui est plus politique, NB Liquor ou le ministère des Transports, c'est pas mal égal, mais à cette heure, c'est moins pire, là. Mais dans ce temps-là, tout passait par là. Et en 1926, la province tente de régler ça parce que si on a normalisé la situation dans la province, le commerce de l'alcool pour les États-Unis, le bootlegage, lui, ne finit pas parce qu'aux États-Unis, jusqu'en 1932, il sera encore en prohibition et le trafic se poursuit. Et là, ça commence à être sérieux. Qui sont, si vous voulez, les caïds, là? Et Albini Violette. Albini Violette de Saint-Léonard, c'est un peu le Al Capone du Nouveau-Brunswick. C'est lui, il contrôle tout. Il y a un hôtel du côté canadien à Saint-Léonard, il y a un hôtel du côté américain à Van Buren. Son frère est chef de gare, c'est lui qui traverse, qui change les wagons du Canada aux États-Unis. Et puis, son autre frère est chef de police à Saint-Léonard. Bien, ça vous montre le portrait. Mais vous allez voir bientôt. Pas besoin d'aller à Saint-Léonard pour voir de la magouille de même, on en a parlé 7 aussi. Attendez, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Après ça, une autre personne intéressante, c'est Edgar Aubé, qui est du côté provincial. La police, il y a une police provinciale. La province crée sa première force de police, une force de police provinciale dans toute cette chiale-là. Et rappelez-vous, moi, je vous parle de la péninsule acadienne, mais ça se passe de même du Cap Tourmentin jusqu'à Gaspé, puis partout où il y a une côte, puis il y a une façon de mettre un bateau à l'eau, puis de sortir une caisse de gin, il y a ce genre d'activité-là. Marcelin Thériault, de Bas-Caraquette, dont les petits-fils, me semble, j'ai vu tout à l'heure, là. OK, voilà, c'est ça. Et puis, on avait une ostination, Aline, il faudrait qu'on vérifie ça.
si la photo, si c'est Alexis ou Juste qui est avec Marcellin sur la photo. Alexis. C'est Alexis, c'est beau. Donc, Marcellin, lui, est embauché comme police provinciale, d'abord, dans la force provinciale, et en 1932, ça ne marche pas. Ça finit toujours de même, les polices provinciales du Nouveau-Brunswick. Après 4-5 ans, ça ne marche pas. Écoute, la plupart des autres sont nommés par politique, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas compétents, ils sont souvent le frère du député ou le beau-frère de Yan, etc. Si bien que la fédérale, la province met toute sa terre et en 1932 font rentrer la GRC et Marcellin Thériault sera le premier et le seul policier de la péninsule acadienne, dans la péninsule acadienne, pour quelques années, puis par la suite, il sera accompagné. On le voit souvent dans des activités. Si vous avez souvenir de l'avion russe qui a atterri à Misko, c'est Marcellin Thériault qui est le premier à avoir été sur l'avion. Une description du père Robichaud, de Monseigneur Robichaud, qui fait une poursuite automobile justement avec des bootleggers dans les années 30, c'est Marcellin Thériault qui est là. Son poste va venir à Tracadie à un moment donné, mais les plus âgés là, se rappellent, il restait juste ici, je pense à côté du magasin Doiron, là, non, par là, pas loin de l'église, là, et avec sa femme, j'ai vu des gens l'autre qui disent, on se rappelle de lui. Il a porté ses bottes de police montée longtemps après qu'il avait fini de travailler, là. Et donc, voilà le portrait pour nous autres dans cette histoire-ci. Mais imaginez donc, on est aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il y a tout un petit peu de corruption, il y a beaucoup de magouilles et de la politique crasse. Mais mélangez ça avec de l'alcool. Imaginez où est-ce que ça s'en va. Puis je vais vous donner un petit peu des personnages. Moïse Aziz. Moïse Aziz, et je l'ai défini assez clairement, libéral et bootlegger. Moïse Aziz, c'est un Syrien libanais. Cette première génération de Libanais, quand le Liban, il y a eu une espèce de petite révolution et les chrétiens ont quitté. Et on a eu une première vague d'immigration ici où les Bata, les Aziz, les Goraïeb, pour ceux qui se rappellent de Simon Goraïeb, ça, ce sont des chrétiens libanais qui ont atterri au port de Saint-Jean puis qui sont venus s'installer dans le nord du Nouveau-Brunswick. Les Aziz sont 3 frères dans la région. Et on nous dit, j'ai honte de dire ça, il est libéral. Il n'y a pas plus bandit que Moïse Aziz. OK? On va citer ça tout de suite avant de parler. Et Moïse Aziz est commerçant. Et il habite Bocaraquette. La maison, je ne sais pas à qui c'est cette maison-là, la grosse maison carrée dans le coin de la marina, près du ruisseau Isabelle, a été réparée quelques années passées, du côté droite, là. Mais cette maison-là était la maison de Moïse Aziz. Avant Joseph, la vieille maison. Okay. Moïse Aziz restait là et avait un magasin. À peu près où André Avital avait sa maison, l'autre bord de ruisseau Isabelle, du côté de Caraquette, avait son magasin là. Ils vendait un magasin général, mais il contrôlait la boissante dans le coin ici. Et Moïse Aziz, Joe Chiasson et son fils Amand, puis ces Chiassons-là, racontent que dans le voisinage, une soirée, Moïse Aziz avait un troc, puis il était prêt à vider le magasin. Il y a quelqu'un qui a dit, tiens, le magasin va brûler cette nuit. Il a pris le vider. Et effectivement, à 2 heures du matin, le magasin brûlait. C'est juste pour vous donner une idée du profil de l'individu, là, pour vous montrer comment c'était. Moïse Aziz est gérant de campagne, c'est pour ça là, je dis, ça devient un petit peu plus gênant, est gérant de campagne pour Jean G. Robichaud, le père d'Édard Robichaud, qui est député fédéral à l'époque,
à Shippagan. Donc, et lui est gérant. Et Moïse se fait arrêter par Edgar Aubé et saisit une cargaison d'alcool à un moment donné, une cargaison d'alcool, et devient est arrêté et mis en prison, accusé 2-3 fois. Là. Mais la dernière fois, Moïse Aziz écrit une lettre à Mackenzie King, non, Jean Robichaud, écrit une lettre plutôt à un de ses collègues qui est ministre de la Justice, qui dit « Mon gérant de campagne est en prison. Puis je vous dis que s'il n'est pas libéré, ça va être dur de gagner cette élection-ci. » Et effectivement, Moïse Aziz est libéré de prison. Et, assez curieusement, c'est l'élection de 1926 où les libéraux, dans ceux qui ont fait un peu d'histoire, se rappellent de l'affaire Bing de Vimy, où il y a eu une décision constitutionnelle, là, il y avait un gouvernement égal, un peu la petite crise qu'on a rencontrée ici avec M. Higgs puis M. Galland quelques années passées. Et Moïse Aziz, Jean Robichaud, dans cette élection-là, restera le seul député libéral élu au Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que Moïse Aziz a fait sa job. Et ça fait un scandale. Le ministre de la Justice perd sa job. Le sous-ministre doit démissionner. Et c'est un petit peu ce qui a provoqué l'élection de 1926, le scandale de Moïse Aziz. À Shippagan est un haut lieu du commerce de l'alcool parce qu'ils sont plus proches de chez nous. Le passage du Petit Goulet, là, c'est là-dedans que ça se passe. Sainte-Marie, Saint-Raphaël. J'ai vu l'autre jour, Joe Rail, pas ici. Il y avait des rails là, que j'ai vus là, qu'on fait du collège, là, à un moment donné. Et, puis si je vous dis, l'hôtel de grâce, ça nous dit tout quelque chose. Hein? Les plus jeunes et les moins jeunes, on a été là. On n'avait pas l'âge. On a vu des affaires là qu'on n'avait pas vues avant. Mais il y avait une longue tradition. C'est Francis de Grasse, la famille de Grasse, qui est le propriétaire. Puis lui, c'est lui le cahier de l'alcool à Shippagan. Lui, il contrôle toutes ces histoires-là, puis il cite que ça va. Et Edmond Foulem, qui est originaire de Caraquet, mais qui habite Shippagan, lui est douanier, nommé par le député Jean-G. Robichaud, et qui a un autre agent de douane, qui c'est un inspecteur de l'alcool, qui est son frère. Mais, je vous dis, comme dirait l'expression, achetez pas un char deuxièmement de ces gars-là. Je vous dis, ça peut être dangereux. Edmond, donc, devient corrompu et complice avec Albénie Violette. Rappelez-vous le portrait. On a la famille Moraz de Saint-Pierre qui vend de l'alcool. On a Albénie Violette qui, lui, a la job, c'est le broker. Il a traversé aux États-Unis et il a choisi la péninsule acadienne comme son landing ground. C'est là que lui, ses bateaux viennent mener de l'alcool et à partir de là, ça part parfois même sur le train, à partir de Caraquet, dans certains cas, dans des voitures jusqu'à Belledune. Et là, il y a des changements de wagons. Il y a du stuff qui s'en va par le Québec. Il y a une voie ferrée entre Campbellton dans ce temps-là, puis Saint-Léonard, à travers Saint-Quentin-Kedgewick. Ça décolle par là. Et tous les chemins mènent à Rome, mais là, tous les chemins mènent à Saint-Léonard. Parce qu'il faut traverser ça de l'autre côté pour de l'alcool. L'histoire intéressante, retrouvée, documentée le 29 août 1933. OK, Edmond Foulem écrit une lettre signée de sa main et informe Albénie Violette qu'il pourra sans crainte faire accoster le bateau d'Henri Moraz à Shippagan et qu'en échange, il devra lui livrer 15 caisses de rhum à l'hôtel de grâce. Ben là, tout le monde est safe. Il n'y a pas de problème et ça va bien. À Caraquet, puis quand je dis Caraquet, ça peut vouloir dire Bas-Caraquet également, on trouve des noms là, dans les recherches. Narcisse Légère, Anatole Friolet. Anatole Friolet, c'est-tu... Dites pas que c'est pas votre parenté, là. Contez-moi pas cette histoire-là, là. Oui. Oui, mais écoute, moi aussi. Mais Anatole Friolet, c'était son nom parce que j'ai vu qu'il y avait 2 charges. Georges Gagnon.
Ça, il est gagnant de bas. Georges Gagnon, lui, il s'est fait arrêter une fois pour de la vente, la deuxième fois pour un alambic. Lui, il a été direct à la fabrication. Arthur Lantin. Puis, et Jimmy Lantin. Jimmy est un cas intéressant que je vais vous raconter tout à l'heure. Arthur Lantin et Azad Le Boutillier, qui perdra sa goélette, saisi par Marcelin Thériault. Je ne sais pas si les gars s'en parlaient après, ça. Et lui ne pourra jamais récupérer sa goélette, la Marie-Joséphine. L'histoire d'Azad Le Boutillier, c'est un pêcheur, je pense que c'est le père Abraham. Azad, les plus, un très bon pêcheur, un homme, mais écoutez, il n'y a plus de poissons dans les années 30 et c'est un centre d'achat au large. C'est pas plus compliqué que ça. Et Monseigneur Robichaud, dans ses rapports, dit c'est pas plus compliqué qu'aller au McDonald's. Les bateaux de Saint-Pierre sont installés partout. Tu peux littéralement pêcher de la morue puis la changer contre de l'alcool. Puis ça, c'est pour le petit marché. Il n'y a personne qui te dérange parce qu'Albini Violette, il ne capte pas pour ça. C'est sortir son stuff. Fait les plus gros bateaux amènent du stuff. Et Jimmy Lantin, donc, à un moment donné, je ne sais pas si après ferrer son cheval, il se fait kicker à sa grange par un cheval. Il est blessé. Et dans toute cette histoire-là, il dit, voici la version que j'ai, il y a des pleins de neveux ici qui pourront peut-être la nier ou la confirmer. Il est blessé, puis il dit à un de ses neveux, va sous la grange, lève la planche, amène-moi un gallon de Saint-Pierre, faut qu'on tue le mal. Et, je ne sais pas s'il se met ça dans la face, il est tout défiguré, il est tout ça. Et le neveu, c'est la première fois que je nomme son nom, je prends une chance. Arthur Lantin, qui était là, qui a donné la canisse, l'a stoulé. Et résultat de ça, 500 gallons de rhum de Saint-Pierre sont saisis. Et Jimmy, comme beaucoup d'autres, feront du collège pour cette période-là. Arthur serait celui qui aurait vendu son oncle. Maintenant, Arthur est aussi arrêté à quelques reprises. Lui aussi, pour ça. Azad, lui, va à la pêche. Ils font toute la même chose. Ils vont à la pêche, puis soit que ça pêche pas, ou qu'ils vendent le poisson-là, reviennent avec quelque chose, puis là, le samedi soir, ils rendent ça du mieux qu'ils peuvent, cachent ça chez eux, puis là, il y a un commerce, puis le commerce, il y a plusieurs niveaux, il y a du local, il y a du... etc. Et Azad se fait saisir sa boisson dans la grange, mais il n'est pas pris dans le bateau. Mais il s'en va à la pêche, par la suite, et il y a des membres de son équipage, on dit sous la force de la pression de la police, etc., le vendent. Ils disent, ouais, c'est du bateau-là, c'est le fameux bateau, la Marie-Joséphine, qui a amené ce poisson-ci. Et là, ils saisissent le bateau et il est fait de la prison à 2 reprises. Et il perd tout, il perd sa chemise presque. Mais on nous dit que Azad Le Boutillier, c'est un vaillant, un bon pêcheur, et achètera plus tard l'écumeuse, puis de la compagnie Frowing, et puis c'est avec ça qu'il va se redorser puis faire sa vie. 11 Bleu Maisonnette, encore là, beau spot, beau spot pour de la business de même, devient donc un haut lieu du commerce de l'alcool, tout ça pour nourrir le lucratif commerce d'Albini-Violette. Et ça, on construit, là, il commence à avoir des automobiles, les chemins sont ouverts, fait là, ça descend. Des fois, c'est des trocs, des fois, c'est des chars, c'est chargé, ça cale comme ça là-dedans, et ça monte par batteuse. Souvent, on charge la batteuse sur le train ou à quelque part, et le journal raconte, la deuxième histoire ici, qu'en 1924, alors qu'il bâtissait le Pont-Rouge, l'évêque s'en allait à Bathurst avec une espèce d'escorte religieuse pontificale, là. Puis des bootleggers qui rentrent dans la parade, qui rentrent dans la parade pour éviter les soupçons. Puis ça passe sur le Pont-Rouge, puis les gars sont sur la construction, puis il dit « L'évêque fait bye-bye ».
Puis les deux chars Albini Violet sont pas mal, les autres aussi. Puis... Et c'est qu'on décolle. L'évêque avait venu à Caraquette pour une confirmation. OK, à Bas-Caraquette, ben, j'ai déjà raconté mon histoire. Jimmy, Arthur, Azad, Le Boutillier, puis on pourrait en trouver d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. J'en ai mis ceux-là. Et l'histoire la plus intéressante, c'est l'histoire du Paul T. Le Paul T, c'est un bateau de 100 tonneaux. Un 100 tonneaux, c'est un gros bateau. On me dit que c'est un bateau de 100 pieds, probablement. Donc, une grosse goélette construite à Saint-Pierre-et-Miquelon, probablement construit strictement pour la vente d'alcool. Et le bateau en question, puis je vous rappelle un peu l'exercice, les bateaux descendent, ils se tiennent à 3000 de la côte. Au Canada, on n'a pas changé la limite de la côte. Je pense que la limite a rien qui a été changée sous Édouard Robichaud dans les années 60. À 3000 de la côte, il y a une limite commerciale, puis il y a 12 000. En tout cas, les autres, ils peuvent venir à 3000 de la côte avec leur bateau. Et au large de Le Goulet, le bateau a un problème mécanique. Le moteur manque, etc. Et il dérive, voilà la version, dans les eaux canadiennes. Bien sûr, la frégate canadienne du nom de Bibi, B-E-I, Bibi, je ne sais pas comment, mais Bibi. OK, arrête le bateau, amène ça à Le Goulet, et là, on saisit l'alcool. On monte ça dans un camion à Bathurst. C'est caché à Bathurst, à la cour ou à la prison. Et le rapport des recherches de Donald Robichaud nous disent que c'est Frank Paulin, petite pipe, qui était chauffeur. Il restait à Bathurst dans ce temps-là, chauffeur d'une compagnie de transport. C'est lui qui a monté ça à Bathurst. Et que le police Edgar Aubé, lui, n'a gardé chez eux à Chupagan, dans la cave. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il a rempli la cave et envoyé le reste à Bathurst. Mais dans la nuit, il y a quelque sorte de complot. Je vous dis, ça dépasse l'entendement, là. Il y a quelque sorte de complot qui fait que Aubé est parti travailler, sa femme est partie jouer aux cartes chez la voisine, il n'y a personne à la maison pour 1 heure. Il y a quelqu'un qui fait un trou dans le portail de la cave en arrière, puis qui sort la boisson qu'il y a là-dedans. Et à Bathurst, il y a un procès. Et il y a un procès sérieux parce que le gouvernement français fait appel de ça. Il dit il y a eu un bris des conventions internationales. Le bateau aurait placé son pavillon de détresse et donc il n'aurait pas dû être saisi parce qu'il a dérivé sans mécanique, etc. Cependant, la Cour va statuer, bien sûr, en faveur des polices, contre la chose, et on détruit le bateau. On prend le bateau, on l'amène à la côte, on le coupe en deux et on le brûle. Avec tout son contenu, ça qui a comme effet un peu d'offenser les gens. Il y a du manger là-dedans. Il y avait de quoi de valeur, il y avait de la nourriture, il y avait des cannes de viande, il y avait tout ça. Et il n'y a personne qui fait attention à rien. On casse le moteur, on brise tout ça et on détruit de quoi qui aurait pu être vendu, qui aurait pu être donné, etc. Et là, le gouvernement est obligé de faire une enquête là-dessus. Il y a une enquête. Finalement, l'enquête va se finir, comme c'est souvent le cas, en faveur du gouvernement. Et à Bathurst, le Northern Light rapporte une partie du stock. Donc, l'alcool sera vidé dans un dépotoir à Bathurst et les journaux rapportent que de nombreux jeunes ont viré la brosse à Bathurst ce soir-là. Tout ça. Ça, c'est une histoire quand même assez captivante. Tout ça fait que la Deuxième Guerre mondiale arrête un peu ce commerce-là. D'ailleurs, en 1932, on enlève le 18e amendement sur la Constitution, on reprend le service, on a un système un petit peu plus où c'est les comtés qui décident. Il y a encore, on nous dit dans le Sud, des comtés dry et des comtés wet, mais on revient à la normale à partir de 1934, ce qui n'empêche pas qu'il y avait quand même un commerce qui se faisait. La guerre arrive, bien sûr, change un peu
tout le cycle économique, puis toute la démarche dans laquelle on est. Et la guerre va, en quelque sorte, mettre fin à ce coloré épisode de notre histoire locale. Si on lit, et il y a des beaux documents là-dessus, il y a un livre qui s'appelle When Rum Was King in New Brunswick, un beau bouquin, qui raconte tout. Et c'est là qu'on raconte qu'effectivement, à Anse-Bleu, par exemple, pour vous donner un exemple, et à Maisonnette, à Anse-Bleu, il y a un gars de Maisonnette qui a été engagé pour aller décharger ça passe de la Goélette, là, imaginez le setup, un petit peu comme pocher du homard, là, tu sors du gros bateau, tu mets dans la petite chaloupe, tu descends à la côte, mets ça dans un sac sur le bord de la côte, tu vas chercher dans le troc, là. Mais lui, il a engagé, vous avez l'air à savoir de quoi est-ce que je parle. Il va, et le gars de Maisonnette a été déchargé du bateau, puis il n'a pas été payé. Pas content, petit monsieur. Fait, il appelle la police, et ils ont saisi pas 5000 pièces d'alcool. En 1934, c'est de l'argent, là. Et dans la semaine après, là, il y a des gens et on nous dit qu'il y a un monsieur de Saint-Léonard avec un gros Chrysler, et pour ceux qui suivent là même la question d'automobile, il y avait des voitures qui étaient plus fortes que d'autres, là. Puis Ford a sorti ses premiers V8 dans ces années-là, et il y avait des chars que les polices ne pouvaient absolument pas arrêter. Et à Anse-Bleu, il y a eu une poursuite, une soirée, là, sérieux. Les derniers faits d'armes de Marcelin Thériault, on rappelle que lui et un autre agent ont réussi à faire un arrêt sur la route 8, là, entre Bathurst et Miramichi, avec beaucoup de stock. Mais on nous dit que c'était presque une certitude qu'un char sur le chemin après minuit, c'était un rum runner qui allait mener de l'alcool à quelque part. Nous, notre réseau était là. Après ça, il y avait d'autres réseaux. Pas à Dieppe, mais dans la région de Bouctouche, c'était un monsieur Leblanc qui était un peu le cahier, le patron qu'il y a là-bas. Il y avait quelqu'un dans la région de Belledune. Donc, la côte était... Et certains vous diront que c'était l'industrie principale. Et à une époque où, effectivement, il y a eu un manque de morue ou un manque de poissons, il n'y avait plus de poissons de fond. Jean, j'espère qu'il n'a pas après donné des idées à ton équipage. Ouais. J'osais pas le dire. J'osais pas le dire, mais je te voyais calculer, là. Oui, c'est ça. Mais ça a été incroyable. Mais aussi, je veux vous dire, puis juste ça, on aura l'occasion d'en reparler de nouveau, là. À partir de là, la loi sur les alcools au Nouveau-Brunswick, ça a toujours été complexe. En 1926, donc, on forme la loi et on permet la vente d'alcool dans les commissions des liqueurs. Et dans les institutions publiques, ça, on se rappelle moins de ça, mais seuls les clubs privés avaient droit de vendre de l'alcool au verre. Et le seul alcool vendu direct au public, à part que les commissions des liqueurs, était dans les clubs privés. Les private clubs. Ça, c'était fait pour les sports, ça, qui allaient pêcher de là. Mais, par la suite, ils ont ajouté ça en 1946. Les légions canadiennes étaient, eux, autorisées partout à avoir accès à une licence d'alcool pour les membres de la Légion. Et en 1960, à Caraquet, c'est bien sûr, il y a une seule licence d'alcool dans la grande région ici, et c'est celle de la Légion. Rappelez-vous, la Légion, la première était... Non, on ne se rappelle pas de ça, on est trop vieux, on est trop jeune. La première était dans le magasin d'Arthur Chenard, en face de chez... où il y a la maison, où il y a Marcel et Lynn et John Albert, là, sur la côte, à côté du pont à Robin, là. Il y avait... Et ça, c'était le magasin d'Arthur Chenard qui a fermé, ils l'ont vendu pour faire une Légion. Après ça, la Légion s'est construite dans le portage, et ce magasin-là, puis je prends toujours plaisir à dire ça, a plus de millage que d'usage, là. C'est Rufino Landry qui l'a acheté,
puis qu'il l'a installé, dont je vous parlais, où était l'hôtel Soul, là, en face chez Gulbert-Cormier, à côté du bureau touristique, pour faire un restaurant qui s'appelait le Monaco. OK? Dans les années 60, ça fermait. Tout ça, pas de licence, là. Il n'y avait pas de licence. Je vous dis pas qu'ils vendaient rien, mais il n'y avait pas de licence. Et en 60, le restaurant ferme, et c'est Aldor Duguay qui l'achète pour en faire une cordonnerie, en avant de chez lui, l'autre bord, en face du cimetière. Et finalement, c'est Moïse Godin, Robert, ton père, qui a acheté le magasin, qui a acheté ça, qui l'a amené à Maisonnette, puis qui en a fait une quincaillerie. Le bâtiment est encore là, c'est un bloc appartement, je pense, Esther? Mais... Oui, mais c'est ça, mais le bâtiment existe toujours. En 1960, toute l'élection de Louis Robuchon repose là-dessus. Il y a une demande, le temps change, une demande dit on veut avoir accès à de la boisson, on va avoir accès à de l'alcool. Et en 1962, on passe une législation qui, pour la première fois, permet des tavernes, permet des salles à dîner licenciées. Et à Caraquette, la première licence qu'on reçoit, c'est Xavier Parisé, le Flot Bleu, qui annonce licencié. Ça veut dire que tu peux prendre une bière, mais seulement avec la nourriture, si tu veux. Et la taverne Le Breton, mais il y a de l'opposition encore. Parce que là, on pourrait vous faire une conférence sur la patente, puis vous rappelez que le grand patron de la patente, qu'on nommera pas, Martin Légère, était aussi président de l'Ordre des tempérances du Nouveau-Brunswick. Fait qu'il s'est assuré, et il a fallu attendre, je crois, en 68 avant qu'on ait accès à Caraquette à des débits d'alcool, c'est-à-dire la taverne, le rafio, et là, ça a commencé à bouger un peu. Parlant d'alcool, là, on va aller dans la moralité. Un autre article intéressant, puis je termine là-dessus. Me reste un autre 5 minutes. Il y a un article que j'ai découvert, que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui est écrit par Maurice Basque et Laurent Dureau, qui est deux historiens de l'Université de Moncton, écrit dans une revue de l'Université de Moncton en 1987, et qui s'appelle, checkez ce site, « La maison louche de Caraquette ». Et basé sur des documents dans les registres paroissiaux à Caraquette, en 1830, OK, le curé de l'époque met en pénitence ou à l'index 12 jeunes hommes entre 17 et 28 ans qui l'accusent. Écoute, dans ce temps-là, il appelait ça d'avoir froliqué dans la maison de... On va nommer le nom. Attention à ça. Attends, comment est-ce qu'elle est là? Comment s'appelle le président, le directeur de la Caisse populaire de Chupagan? Hein? Son petit nom? OK. Belloni Chiasson. Je l'ai trouvé. Belloni Chiasson et sa femme, Violette Albert, sont accusés d'avoir tenu une maison de débauche. Maintenant, on s'aperçoit que le problème, c'est la boisson. Entre le 1er janvier 1930 et 1830 et jusqu'au mercredi saint, à peu près ces jours-ci, là, dans les jours maigres, les jours gras, ça a l'air que ça fête là-dedans. Le curé ne sait plus quoi faire avec ça. Fait qu'il met un peu à l'index ces 12 personnes-là, qui nomment en chair et leur dit, écoutez, vous allez devoir venir vous confesser puis rendre, expier vos péchés en venant à l'église, en restant en arrière, d'à genoux, à l'entrée, pendant toute la durée de la messe, et ça pendant 6 semaines de suite. Puis là, l'histoire ne raconte pas comment ça finit, mais eux autres, les deux chercheurs, ils disent, on veut savoir quelle sorte d'impact c'est ça sur la société, sur la communauté. Mais ils constatent finalement que ces 12 jeunes-là
n'ont pas vécu différemment de tous les autres jeunes dans Caraquette à ce temps-là. Ils se sont mariés à la même âge que la moyenne de tout le monde. Ils ont eu des enfants, ils ont eu tout ça. Et ils n'ont pas d'indication que ces gens-là ont expié leurs fautes, là, ou sont allés à l'Église. Et ce que les chercheurs disent, les prêtres n'avaient peut-être pas l'autorité souvent qu'on pensait qu'ils avaient dans toute cette paroisse-là. Mais ça pourra être le sujet d'une prochaine conférence où il y a effectivement beaucoup de recherches qui ont été faites sur les 30 à partir de la correspondance des évêques. À partir de la correspondance des évêques entre Québec et Caraquette, sur la vie sociale et les mœurs religieuses à cette époque-là. Captivant, mais je vous termine avec ça en vous disant tout simplement que plus ça change, plus c'est pareil. C'était la boisson qui était le problème à cette époque-là, jusqu'à encore de nos jours. Je pense qu'on peut presque dire la drogue a peut-être pris un petit peu plus de choses, mais voilà, mon histoire finie. On peut vous dire que ça brassait à Caraquette, particulièrement à Bas-Caraquette. Et il y a une tradition qui s'est poursuivie, parce que moi, dans mon adolescence, quand on venait chez Bootlegger, c'était à Bas-Caraquette. Il y en avait deux, je ne les nommerai pas. Merci beaucoup.